Ok, bonjour à tous. Donc bonjour Alex, bonjour visiteur, bonjour Marcus. Effectivement, je suis monsieur Elliot Fourchette d'Andrews. Donc j'ai bâti mon système d'analyse suivant trois axes. Les vagues d'Elliott pour mieux comprendre le directionnel, la tendance, où on en est dans cette tendance, le potentiel. Donc Elliott permettant d'établir un certain nombre de scénarios, parfois antagonistes. C'est ce qui en fait la difficulté, mais également aussi la richesse. Les fourchettes d'Andrews pour essayer de canaliser, donc le mix fourchette d'Andrews et canaux de régression pour canaliser les tendances. Regarder au sein de notre décompte idiotiste sous quel canal les cours pourraient évoluer, afin finalement de déterminer des zones de timing qui seraient intéressantes pour repartir dans le sens de la tendance. Et Fibonacci pour justement mieux identifier ces zones de pullback, de support de résistance et nous donner des objectifs. Donc Elliott, Andrews et Fibonacci forment un set d'outils complémentaires qui n'ont absolument rien à voir entre eux, mais qui, utilisés ensemble, permettent de déterminer des zones vraiment intéressantes. Alors, avant de commencer, je vous demanderai, bonjour Crapulus, je vous demanderai un petit retour de son, comme d'habitude, si vous entendez bien le son. Le temps pour moi de vous mettre à l'écran donc ce panneau d'avertissement, hein, le fameux sempiternel avertissement que nous devons de faire chaque fois que nous intervenons, puisqu'en tant qu'analyste, nous ne sommes pas des conseillers en investissement, et donc il nous faut rappeler que les marchés que nous proposons au travers des analyses présentent donc un risque élevé, puisqu'ils permettent l'utilisation de leviers, et qui dit levier dit évidemment risque accru. Votre objectif numéro un doit être de préserver votre capital, de trader avec de l'argent que vous n'avez pas besoin. Ça doit être un hobby avant tout, puisque les marchés financiers restent très difficiles pour les particuliers. Ça suppose que vous ayez un très bon background technique, que vous ayez testé au préalable vos stratégies de trading en compte de démonstration. C'est très important, on ne le soulignera jamais assez. Et une fois que vous aurez acquis la confiance suffisante qui vous permet d'être euh, non seulement discipliné, mais rigoureux, et bien à ce moment-là, vous pouvez vous tenter dans l'aventure donc du trading en compte réel. Et pour ça, il vous faut du temps, il vous faut du travail, il vous faut de la patience et évidemment beaucoup d'énergie, car les marchés financiers ne s'arrêtant jamais, il faut tout le temps mettre à jour vos analyses. Le trading, c'est essentiellement un travail préparatoire et d'analyse. Voilà. Alors, commentaire de la part de Eliane. Bonjour, je suis donc vos webinaires. Je tente de poser les fourchettes, mais je ne sais pas quel point de départ je dois prendre. Merci. Bien, on aura l'occasion d'en reparler, puisque j'en parle sur chacun de mes webinaires. Bonjour Alain, bonjour à tous. Merci pour le son. Vous êtes donc satisfait de la qualité audio. On va donc attaquer ce webinaire. Donc FXM ne pourrait être en aucun cas tenu responsable des pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Personne ne détient la science infuse sur les marchés financiers, on est tous dans le brouillard, on se donne tous des idées, des scénarios, des plans. Néanmoins, rien ne fonctionne à 100%. L'idée, c'est finalement d'avoir un peu plus souvent raison qu'on a tort. Et si à ce moment-là, vous avez un bon money management qui vous permet de faire des trades de 1 pour 3 et de tenir vos plans de trading, eh bien, il n'y a pas de raison que vous vous en sortiez pas. Mais encore une fois, pour en arriver là, il vous faudra énormément de travail. Alors, on va attaquer la journée avant tout par le calendrier. Ce webinaire parle le calendrier, puisque vous savez qu'aujourd'hui c'est une journée très particulière, puisque à 20 heures vous avez une statistique, enfin c'est pas une statistique en fait, hein, c'est le rapport en fait FOMC, c'est-à-dire qu'en ce moment vous avez donc la Fed qui est en train de définir sa politique monétaire pour les prochains mois, avec des horizons qui peuvent amener en fait la Fed à augmenter ses taux d'intérêt de façon très, j'ai envie de dire, lente. Bon, c'est ce que dit le consensus.
une augmentation des taux très lente, mais progressive sur donc 2016-2017. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important puisque bon, les taux d'intérêt, hein, c'est pour les échanges interbancaires, etc. C'est les prêts que s'accordent les banques entre elles. C'est un socle dont dépendre va, pardon, c'est un socle dont beaucoup de choses vont découler. Euh, Puisque ça va rendre, si les taux d'intérêt montent, ça va rendre la valeur dollar plus attractive pour les investisseurs, et donc ça va dans le sens d'une appréciation du dollar. Sans détailler le fondamental qu'il y a derrière, la vraie question, c'est de se dire, est-ce que finalement, cette attente du marché, c'est-à-dire une augmentation des taux d'intérêt progressive dans le temps par la Fed, n'aurait pas déjà été pricé par le marché. Comme vous le savez, hein, le dollar est en tendance haussière marquée depuis 2014. Enfin, c'est vraiment une belle tendance. Est-ce que le marché n'a pas anticipé le fait qu'à un moment donné, la Fed allait bien relever ses taux d'intérêt? La réponse est évidente, c'est oui. Pour moi, le marché a déjà pricé le fait que la Fed allait repartir dans une normalisation, j'ai envie de dire, de sa politique monétaire. Puisque une politique monétaire à taux zéro, c'est pas quelque chose de tenable sur le long terme. Donc il faut pouvoir revenir à des standards, j'ai envie de dire, normaux, et une augmentation des taux donc fait sens à partir du moment où l'économie américaine montre des signes de force évidents. Et c'est le cas quand même, puisque quand on voit les chiffres notamment du chômage, de la consommation américaine, bon, ce sont quand même des chiffres qui sont vraiment super. Et donc, tout porte à croire que l'économie américaine, du moins une lecture, j'ai envie de dire, un peu en surface, tout porte à croire que l'économie américaine va maintenant mieux et qu'il est temps pour la Fed de se prononcer sur une augmentation des taux. Alors, je ne suis pas la Fed, personne n'est la Fed. Ce sont c'est une ligne en fait qui transpire au regard des derniers discours de Yellen. Mais rien nous garantit à 100% que c'est ce soir que ça va se passer. D'accord? On l'attend, on l'attend déjà depuis quelques temps. La pression se fait de plus en plus forte sur ce comité pour qu'effectivement il y ait un relevé des taux d'intérêt. Mais est-ce que ça sera décembre? Est-ce que ça sera janvier? Est-ce que ça sera février? À dire vrai, il y a personne qui le sait vraiment, et j'imagine qu'il doit y avoir un débat important au sein de ce comité pour savoir si c'est le jour J. D'accord? Donc même si ça c'est préparé depuis déjà longtemps, les débats restent, j'imagine, assez tendus, puisque les conséquences sont importantes, puisque faire relever les taux d'intérêt, c'est important pour l'économie, c'est aussi le fait de régulariser une politique un peu anormale qui a permis non seulement au marché de se maintenir, mais aux entreprises et à l'économie américaine de retrouver du souffle, des liquidités et finalement de faire repartir une économie qui était un peu exsangue suite à la crise financière que tout le monde connaît. Est-ce que le relevé de ces taux d'intérêt ne va pas impacter ce retour de croissance aux États-Unis? C'est une vraie question. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la Fed veut relever ses taux, mais avec parcimonie, d'accord, très doucement, histoire de vérifier que l'impact sur l'économie américaine n'est pas trop fort et que tout ça finalement se digère avec le temps et ça va être vraiment l'enjeu donc des prochains mois de l'année 2016 voire de l'année 2017. Il n'est pas impossible que si ce relevé des taux à venir en progression impacte trop fortement finalement les bonnes stats américaines, on n'est pas à l'abri aussi d'un retour d'une marche arrière de la part de la Fed. C'est pour ça qu'il faut être un peu prudent, mais une chose est à peu près sûre, c'est que une politique accommodante ne peut pas durer ad vitam aeternam, et que donc le marché a anticipé déjà depuis quelques temps le fait qu'à un moment donné la Fed va aller relever ses taux. Et donc le rôle du marché étant d'anticiper, des acteurs se sont donc déjà positionnés dans cette perspective.
Donc maintenant, la vraie question qu'il va falloir se poser, c'est quel va être finalement le rythme de relevé de ces taux d'intérêt. Est-ce qu'on va avoir 0,1, 0,2, 0,3, 0 quelque chose, j'en sais rien. Et surtout, c'est les jalons, en fait, les milestones. Comment cette relevée des taux progressifs va s'étaler dans le temps, à la fois en quantité, combien de fois ça va être relevé en 2016, et en qualité, sous quel pourcentage. Voyez, donc c'est vraiment ça maintenant que le marché va attendre euh, sur la décision de ce soir. C'est non seulement une décision sur relever des taux oui ou non maintenant, mais ensuite sous quel rythme cette progression va se faire. Et si le rythme est extrêmement faible, c'est-à-dire que la Fed reste très prudente en mettant sous condition un certain nombre de critères assez forts, eh bien ça peut décevoir le marché. Et si le marché est donc déçu sur finalement cette perspective de lissage de l'augmentation donc des taux d'intérêt, on peut avoir un impact négatif sur les marchés financiers, au moins sur un horizon court terme, de quelques semaines, peut-être quelques mois. Vous voyez, c'est pas forcément évident, encore moins évident pour nous particuliers, de pouvoir juger des conséquences sur le plan fondamental de ce que va nous donner le rapport FOMC. Donc ça va être intéressant pour vous de regarder, de lire les articles qui vont être publiés par les différents analystes financiers spécialisés en fondamental donc ces prochains jours à l'issue du FOMC, puisque il va y avoir des éléments de réponse qui vont être apportés au travers de ce dossier, et ça nous permettra de mieux comprendre comment le marché pourrait être amené à digérer sur les prochaines semaines, les prochains mois, donc ces informations. En tout cas, il est clair que vous ne devrez pas être sur le marché. J'ai envie de dire, même aujourd'hui, c'est une journée qui est inintéressante à trader. Pourquoi? Parce que, et puis après on va regarder les graphes évidemment, mais c'est important pour moi de repréciser ça. Les journées où il y a du FOMC, en général, le marché, qui va se positionner en anticipation d'un FOMC, franchement, qui peut vraiment se positionner, à moins d'avoir la science infuse et dans un délit d'initié, ce que je crois pas, parce que aujourd'hui ces informations-là sont vraiment bien protégées. Personne. Donc ça veut dire que le marché, en journée, à la veille, enfin à l'orée d'un FOMC, ne peut pas s'attendre en général à des gros mouvements, surtout quand il y a une information de taille qui est censée arriver lors de ce FOMC. D'accord. Donc ça veut dire que ça va être une journée un peu bizarre, où ça peut ranger, euh, donc pas forcément super intéressant à trader. Et puis quand arrive le FOMC, il y a une volatilité telle que c'est simple, durant ce genre d'annonce, les liquidités en fait diminuent. Qu'est-ce que ça veut dire? Les liquidités, ça veut dire que finalement le nombre d'intervenants sur le marché se restreint. Tout le monde se retire en fait avant des annonces comme celle-là. Et donc il est plus facile, puisqu'il y a beaucoup moins d'intervenants sur le marché, moins de liquidités, il est plus facile de le faire bouger. Ça peut paraître surprenant, mais puisqu'il y a moins de monde, eh bien, il y a aussi moins de contrepartie. Donc, quand quelqu'un se positionne fortement juste avant stat, ça peut faire donc bouger le marché fortement. On peut avoir des mèches dans tous les sens. Et si vous regardez bien, je vous invite à le faire, vous vous mettez en 5 minutes ou en M15, en unité 15 minutes, et puis surtout vous faites rien, vous regardez les graphes, vous vous mettez sur l'euro-dollar par exemple, une valeur dollar, et puis vous regardez ce qui se passe. Et vous allez voir comment ça bouge en haut et en bas. C'est assez hallucinant. Et ça montre qu'il n'y a aucune stratégie qui peut se faire pendant ces phases de stat. D'accord? À moins d'être comment je pourrais dire, un programme informatique avec des algorithmes bien particuliers et plugués à la enfin nanoseconde près sur les serveurs qui vont bien, vous pourrez peut-être tirer profit de ce genre d'annonce, mais c'est totalement hors de notre portée. D'accord. Donc on se tient bien à l'écart. Aujourd'hui c'est une journée pas très intéressante, donc on est plutôt dans l'analyse. Ça sert justement à ça, ce genre de journée. Ça sert à revoir un peu ces graphes, et surtout
élaborer des scénarios. C'est-à-dire regarder si le FOMC porte les cours à ce niveau, est-ce que ça nous intéresserait d'intervenir. Vous voyez, c'est vraiment comme ça, je pense qu'il faut préparer les choses. C'est déterminer des zones à partir desquelles, si le FOMC nous y emmène, eh bien, je suis content de nous positionner sur le marché. Donc c'est là où doit être votre préparation. D'accord. Si vous venez impréparé et vous voulez trader rapidement derrière le FOMC, c'est la meilleure façon de se faire dégommer. D'accord. Il faut, même si bon, alors surtout un FOMC où il y a des changements de taux d'intérêt, n'oubliez pas non plus une chose quand même, c'est que bon, il y a stats et stats, hein. Sur des stats vraiment importantes, il y a aucune analyse technique qui va tenir, hein. Si il y a une énorme surprise qui arrive sur le marché, vous allez beau avoir une superbe oblique mensuelle qui est là depuis 2 ans, si la stat elle est vraiment très surprenante, ça va casser. D'accord. Euh, Néanmoins, si le marché a déjà développé une bonne partie de sa volatilité suite à la stat et qu'il arrive sur une vraie zone de résistance, bon bah vous pouvez imaginer, et puis vous voyez surtout que les cours se ralentissent, etc. Et que pour vous finalement c'était une réaction épidémique du marché, mais que finalement ça ne change pas grand chose dans le fond, et que les tendances qui étaient en cours devraient reprendre leurs droits, ça peut être à ce moment-là une bonne façon de se repositionner. Vous voyez, c'est passer l'effet de surprise, finalement, vous voyez que les éléments techniques tiennent le coup, qu'on reste en tendance, on est arrivé juste sur un haut de canal, et puis finalement là, on voit un price action baissier qui commence à se mettre en place. Bon, ça peut être une façon d'intervenir, mais il faut quand même comprendre un petit peu, il faut avoir quand même une petite idée du fondamental et de ce que les chiffres qui sont sortis peuvent signifier. D'accord. Si c'est en phase avec le consensus et qu'il y a une réaction épidermique, et puis que vous voyez que ça s'essouffle, bon, bah, ça peut être des opportunités. Mais, encore une fois, faire ça nécessite quand même de l'expérience. Et vous ne faites pas ça la première fois sur un compte réel, hein. Vous amusez-vous sur des comptes de démonstration, à élaborer vos stratégies, regardez comment ça se comporte, comment vos analyses tiennent le coup par rapport aux stats, et puis vous en apprendrez déjà beaucoup, non seulement sur la façon dont les marchés fonctionnent, mais vous en apprendrez aussi beaucoup sur vous-même et votre capacité à tenir la pression face à des événements de ce genre. Voilà. Alors, on va attaquer, passer cet aparté. Si vous avez des questions sur le FOMC, hein, n'hésitez pas. Euh, alors, je vois une question de la part de Alain34. Et si la Fed a décidé de relever non pas de 25 points, mais 50 points, qu'est-ce qui se passerait sur les marchés? On peut toujours rêver. Eh bien, effectivement, cela constituerait une grosse surprise. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la Fed serait finalement beaucoup plus agressive sur sa politique de normalisation donc de ses taux, et cela agirait forcément comme un catalyseur sur les marchés financiers, puisque dans la tête des intervenants viendrait forcément à l'idée le fait que ok, la Fed va relever ses taux progressivement, c'est une première étape, mais le fait qu'elle frappe fort dès le premier coup peut supposer qu'elle va continuer dans cette direction-là, dans ce momentum-là, et finalement le calendrier de relevé des taux pourrait être beaucoup plus serré qu'anticipé. Et ce qui veut dire que ça veut dire que oui, il y aurait à ce moment-là toutes les chances que le dollar s'apprécie fortement et se remette vraiment en tendance, parce que le marché n'aurait pas anticipé justement un calendrier aussi serré, et que c'est finalement la course contre la montre pour en profiter. D'accord. Bon bah ok, je vois que pour l'instant il n'y a pas d'autres questions. J'ai publié une analyse aujourd'hui sur l'US dollar. On va faire le tour donc des actifs ensemble. Donc premier actif, donc l'US dollar, je vais enlever cette barre de tâches, voilà, pour qu'on puisse avoir l'écran en plus grand. Alors je le remets. Voilà. Alors, l'US dollar. Pourquoi l'US dollar? Puisque justement c'est lui qui est sous les feux de la rampe, et donc il est temps d'en reparler. J'en avais pas parlé depuis septembre.
J'ai un peu modifié mon analyse de septembre parce que cette structure qui ressemble à un triangle n'en est pas un d'un point de vue héliotiste et qu'il était donc important pour moi de revoir un peu le décompte. Et justement, il y a des choses que j'ai pas expliquées dans l'article, mais que je vais vous expliquer là. Donc ça sert à ça aussi les webinaires, ça sert à avoir un peu plus d'informations de temps en temps que ce que je peux mettre dans mes articles. Donc ce n'était pas Hélène non, qui m'appelait. Non, non. Je ne suis pas dans les confidences, hein. Alors, le premier point important sur cette modélisation, c'est cette ligne de tendance qui est ici, en fait, hein. Vous voyez, cette oblique qui est là, qui est une oblique qui s'est polarisée. On voit bien que le marché est en train de l'allonger. Donc, bon, bah, tant qu'on suit cette oblique, pour le coup, je ne peux pas vous dire le contraire. Nous sommes en tendance haussière. Nous sommes donc dans une tendance qui longe pour le moment, suivant cet axe temps-prix, qui longe donc cette oblique. Donc j'ai fait apparaître cette fourchette là, qui n'est pas, d'ailleurs cette expansion là a un petit peu bougé parfois, hop, je la remets. Bon, c'est pas une fourchette réellement, si on peut imaginer que ça c'est un point pivot et un point pivot. Néanmoins, ce ne sont pas ce sont pas des fourchettes que j'ai l'habitude d'utiliser, simplement parce qu'elles correspondent pas en fait à des lieux héliotistes. Alors ça, c'est important en fait. C'est ce qui rend aussi un petit peu les choses un peu compliquées, hein, sur le positionnement des fourchettes. Donc là, je me permets de répondre à une question qui avait été donnée en début de webinaire. Bon, bah, quand vous ne savez pas, évidemment, vous utilisez les points pivots et puis les points pivots significatifs, hein. Quand vous voyez des points pivots comme ça, vous les mettez. Et vous voyez bien que le marché ici, c'est là qu'il a trouvé des supports. Et actuellement, donc, il est en train de longer cette ligne médiane. D'accord. Bon, pour moi, c'est des fourchettes un peu marginales, puisque les vrais points pivots, ce sont les points pivots relatifs à ce double bottom. Et donc, cette fourchette en vert qui était comme ceci à l'origine, vous voyez, on peut voir, hein, d'ailleurs, si je l'aligne sur ce point-là, ou même ce point-ci, on est, voyez, on est sur la partie inférieure, mais on voit bien que cette fourchette, elle modélise rien. D'accord. Encore une fois, une fourchette est censée canaliser les cours, c'est-à-dire on est censé trouver des niveaux de support clairs sur les parties inférieures, et puis des objectifs de médiane qui doit également apporter une résistance, puis ensuite un support dynamique. Bref, il faut qu'à un moment donné, la fourchette, elle ait du sens d'un point de vue marché. Et quand on voit que cette fourchette-là, d'entrée de jeu, elle était mangée par le bas, donc pas respectée, eh bien c'est que le marché n'avait pas envie de suivre cet angle-là, et donc naturellement, je l'ai repositionné sous la forme d'un canal de régression, et donc je l'ai aligné sur les bas. Donc elle est pas hyper utile pour le moment, si ce n'est qu'elle me donne des objectifs de retour de l'immédiane, hein. Comme vous le savez, j'aime beaucoup, quand on a eu la constitution d'un point pivot clair, me donner des objectifs de retour des prix sur la ligne médiane, puisque dans 80% des cas, c'est ce qui va se passer. D'accord. Vous voyez qu'ici, par contre, ce n'était pas la fourchette d'Andrews. D'accord. Ici, c'est pas un objectif de retour de ligne médiane de la fourchette d'Andrews que je vise, mais du canal de régression. Puisqu'un canal de régression, eh bien, est censé faire pivoter ces points, les cours, au travers, j'ai envie de dire, autour de l'axe médian des prix. Et l'axe médian des prix, eh bien, c'est sa ligne médiane. D'accord. Donc, en attendant, j'ai mis cette fourchette-là. Nous sommes ici, donc, finalement bloqués sous la résistance des 12002. On sait que c'est un niveau Fibonacci important. C'est un cluster en fait en Fibonacci, puisque nous avons une expansion marginale ici, marginale puisque vous savez que ça ne correspond pas à des nœuds héliotistes susceptibles de modéliser des tendances, puisqu'ici nous étions dans un retracement. Par contre, ce double bottom est susceptible de modéliser une tendance. Vous voyez, c'est pour ça que ce canal de régression, il est pour moi plus important que cette fourchette-là, qui est marginale, mais qui aujourd'hui fonctionne au regard des contacts que le marché montre sur ses droites. Donc, on est coincé entre cette oblique et cette résistance. D'accord. Donc ça nous donne une latéralisation des cours, puisque globalement, depuis avril 2015, j'ai envie de dire même depuis mars 2015, jusque maintenant, on est plus ou moins dans un range. D'accord. Si on devait mettre un rectangle, je prendrais la borne haute et la borne basse. Voilà le range. Donc,
Ce range-là, d'ailleurs, pourquoi je l'identifie comme ça? Simplement parce que je sais qu'ici, on a des niveaux Fibo qui sont importants. Quand on regarde mon décompte Elliott, nous avons une structure en flat. Donc c'est un, si vous voulez, c'est une structure en 3 temps, d'accord? Mais on voit qu'ici on a fait un point qui était plus bas que le précédent. Donc c'est une structure en double bottom pour lequel en général nous avons du 5 temps. Ici on peut le voir, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 3 temps, donc ABC, donc WX. Et là, un flat normalement c'est du 5, 3, 5 ou du 3, 3, 5. Donc moi je m'attends ici en fait à au moins 3 temps. Donc 1, 2, on est en train de faire le 3 temps. Cette vague 3 est censée elle-même se dérouler en 5 temps. Et donc nous avons fait 1, 2, 3, donc on voit ici une vague 4, même si elle n'est pas évidente à modéliser, je vais après vous l'expliquer pourquoi en journalier. Et donc on est censé développer une vague 5 haussière. Donc c'est la raison pour laquelle je suis pour le moment neutre tant qu'on est dans cette structure un peu de range là. Mais si on revient à battre les 12002, si on repasse au-dessus, bon bah pour moi après on va vraiment essayer d'aller rechercher la ligne médiane de mon canal de régression en vert clair. D'accord? Et donc le prochain niveau Fibo, qui est important, que je vais vous expliquer, qui est aux alentours des 12004, 12005, 12006. Vous voyez, donc il y aurait 400 points, entre 400 et 600 points encore sur cet indice, avant que je me pose de nouveau des questions. Ok. Alors pourquoi j'ai fait apparaître ce niveau-là? Alors ici, déjà, vous voyez, si je devais mettre un rapport 1, 2, 7, 2, j'ai mis un 2, 3, 6 parce que je voulais vérifier qu'on n'aurait pas un W qui est égal à X. Alors j'ai pas dû bien le faire, je vais recommencer. 1, 2, 7, 2, voilà. J'enregistre. Ok. Vous voyez ici, on a... En fait, quand on a une structure en double bottom comme ça, les cours peuvent même aller chercher les niveaux 1,618. D'accord? C'est-à-dire quasiment les 13 000. Ok, c'est pas un objectif inatteignable, au contraire. D'accord? Dans des structures comme ça de retournement, vous voyez, on a quand même cassé une belle oblique. Donc on est vraiment dans une tendance évidente. Et une tendance, eh bien, quand il y a des résistances, ça peut occasionner des prises de bénéfices, mais quand une tendance est saine, les résistances, elles cassent. Et elles servent ensuite de support pour se repositionner dans le sens de la tendance. Donc la prochaine résistance, qui forme un cluster parfait, vous voyez ici, j'ai vraiment plusieurs niveaux qui s'alignent, c'est le niveau des 12 500. Vous voyez ici, je mets mon curseur, 12 500. Sur les 12 500, on a un vrai point dur. Ça correspond au retour sur la ligne médiane, ça correspond à une vague W, donc une expansion WX sur un niveau 1,272, qui fait très souvent l'objet de prise de bénéfices par le marché. D'accord? Les niveaux, quand on a des niveaux comme ça, 1,272, 1,618, c'est des niveaux forts. On a également ici, vous voyez, le niveau 1,272 de la vague 1,2. Donc c'est également aussi un niveau clé pour cette vague 1,2 qui est censée nous projeter les cours dans une vague 3. D'accord? Et les 1,272, souvent, font barrage à ce mouvement-là, ça occasionne un retracement, pour ensuite aller rechercher le niveau des 1,618. Et le niveau des 1,618, ce sera les 13 000, et donc là ce sera un niveau de nouveau très important si le marché y va. Mais globalement, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, bon, par rapport à aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment, c'est que le FOMC nous sorte de ça. Voilà, c'est que là, on a une impulsion haussière ici, et donc plutôt être dans une stratégie, alors pas ce soir, mais plutôt à partir de demain ou début de semaine prochaine, des stratégies plutôt basées sur du breakout pour jouer la sortie de range et aller chercher donc le niveau du dessus, c'est-à-dire les 12 500. Ça c'est important parce que ça veut dire que si ce scénario se réalise, eh bien ça veut dire qu'on peut s'attendre à une nouvelle chute sur l'euro, sur le GBP, que l'AUD va souffrir, que l'USD4 devrait encore continuer à s'envoler. Vous voyez, il y aura des impacts évidents sur le marché. Si au contraire ça ne devait pas se passer comme ça, et que on devait casser cette oblique qui est ici, là, voyez, et bien là ça veut dire qu'on partirait sur un retracement plus profond, ce qui n'est pas impossible, et que la vague 4 serait pas ici, et qu'on aurait potentiellement une vague 4 plus marquée, peut-être ici, vous voyez, ça serait à déterminer, mais globalement ça voudrait dire qu'ici
on a fait bien une vague 3 qui était là, et que là nous avons fait une vague A, puis une vague B, vous voyez, qui montre pas vraiment, c'est super chevauchant, donc c'est pas de l'impulsion ça, d'accord? C'est très compliqué à modéliser, mais c'est pas de l'impulsion. Et peut-être qu'ici nous avons vraiment eu le départ de cette impulsion, donc une vague un peu complexe, et puis le départ, et là on est en pullback, et peut-être que là ça va partir. Mais si jamais ça devait casser, et bien à ce moment-là, moi ce que je ferais, c'est que je mettrais tout de suite une fourchette d'Andrews sur ce point haut qui est ici, sur ces deux points hauts qui sont là, je mettrai une expansion et je regarderai jusque où ça peut nous emmener, de façon à ce que à un moment donné on puisse se repositionner dans le sens de la tendance sur des niveaux qui m'intéresseraient de retracement. D'accord? C'est pas mon scénario privilégié, mais je suis curieux de savoir ce qui va sortir de la Fed. D'accord? Mon scénario pour le moment, c'est plutôt que le marché continue de pousser le dollar, mais je vais être prudent et c'est pour ça que j'attends que le FOMC se passe, que le marché digère un peu les informations pour mieux en savoir, pour mieux comprendre ce qui peut se passer par la suite. Pour l'instant, il y a plusieurs scénarios. Je pense qu'on a fait une vague 4. Ça pouvait être un début de vague, peut-être qu'on a eu ici une vague 4 qui était ici, on verra en daily pourquoi je vous dis ça, avec une vague 1-2, et puis là on part sur une vague 3 et on va tout casser, c'est pas impossible. Mais vu qu'on a une structure super chevauchante, plusieurs modélisations idiotistes sont possibles, et on peut très bien voir A, B, et puis une vague C qui nous emmène ici, puis après les recours repartiraient. D'accord? Bon, il faudra voir si on a des canaux qui peuvent aider les cours dans cette zone-là à repartir vers des plus hauts. Pour l'instant, j'en reste là sur mon scénario, et on va attendre de voir ce que la Fed va nous sortir. Alors, si je vous montre l'US dollar en journalier, on y voit un peu plus clair. Donc, Totov qui me dit dommage, oui, c'est vrai que si Hélène avait pu me donner quelques informations aujourd'hui, je ne me serais pas privé de vous en faire part. Mais ça serait resté entre nous, évidemment. Blague à part. Je ne peux pas modéliser ça sous la forme d'un triangle, aussi bizarrement que ça puisse paraître, parce que là, j'en suis certain, votre œil de chartiste voit le triangle de façon très évidente, et pour moi, en fait, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que un vrai triangle, dans le sens héliotiste du terme, c'est un triangle qui doit montrer 5 vagues. Et ces vagues doivent se décomposer en 3 temps. Donc ici, on a bien une vague 1, 2 et 3, donc une vague A. Donc on peut très bien imaginer ensuite une vague en 3 temps, une vague B. Et après, je commence à avoir des difficultés. C'est-à-dire pour modéliser un triangle, où est-ce que je dois mettre ma vague C? Puisqu'elle est censée se faire en 3 temps. Eh bien, c'est pas évident, puisqu'ici on fait un plus haut. Donc si jamais on avait notre point B qui était ici, eh bien, vous voyez, je ne sais pas comment replacer l'oblique en fait, puisque là on casse, c'est pas l'idée. Un triangle, on n'est pas censé casser la borne haute avant qu'il soit en phase terminale. Donc du coup, pas évident. Alors est-ce qu'on aurait pu avoir ici une vague A, une vague B en 3 temps et une vague C ici, et une vague, alors, donc, une vague A. Puis nous avons fait donc 1, A, B, C, 2, et 3, donc nous avons notre vague B ici. C'est une autre possibilité. À ce moment-là, nous avons notre vague C, 1, 2, 3, nous l'avons ici. Et là, il me manque une vague D, une vague E. Vous voyez? Donc même dans ce genre de décompte, donc A, une vague B complexe, mais qu'on peut à peu près schématiser en 3 temps, et une vague C en 3 temps, j'ai plus de vague D et j'ai plus de vague E. Ou alors il faudrait mettre une vague D un peu ici bizarre et une petite, vous voyez, c'est pas, ça reste possible, mais c'est pas propre, d'accord? Donc une autre solution, une autre façon de voir, c'est qu'on avait ici donc une vague A, une vague B et une vague C ici. Donc on a fait en fait A, B et C, et puis notre vague 4 est ici. Et donc dans cette logique, on aurait fait une vague 1 ici, voyez, puis A, B, C, vague 2, et là on part en vague 3, donc la vague d'impulsion qui est censée tout casser. Le problème, c'est qu'on est en train de manger la vague 1. Et donc du coup, c'est ce que je mets dans mon article, peut-être que c'est la sous-vague 1 de notre vague 3. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'on va partir hyper fort. Vous voyez, les conséquences de ça, c'est que ça veut dire que globalement, dans ce décompte-là, si nous avons fait vague 1, vague 2 ici, et ça c'est juste la vague 1 de la vague 3, eh bien on va faire 1, 2, 3, 4, 5, et là on sera juste à 1, 2 et 3. Donc 4 et encore une 5, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'attends
de voir ce que va nous apporter le FOMC. Si je vois ici qu'on a une belle bleue, bon bah ça veut dire qu'on sera a priori dans une vague 3, donc je serai plutôt bien sur ce décompte là. D'accord? Mais ça dépend un petit peu de ce qui a pu se passer avant, et vous voyez que ça c'est difficile à modéliser. Il peut y avoir plusieurs façons de faire les décomptes dans ce genre de structure en range, et donc la façon la plus simple de procéder sans se casser la tête, c'est de dire que bah, tout ça c'est un range pour le moment, et on va attendre de voir si ce range il casse et dans quel sens. D'accord? À un moment donné, euh, il faut donc il faut aussi être rationnel et se dire que Elliott n'est pas toujours suffisant. À partir du moment où les choses deviennent un peu trop subjectives avec Elliott, eh bien, il vaut mieux ne pas en tenir compte du tout. Il n'y a rien de pire que de bâtir des stratégies sur des éléments subjectifs. C'est la meilleure façon d'aller au carton. Parfois, Elliott nous apporte des éléments extrêmement clairs. Quand on fait les sous-décomptes, quand on descend dans une unité de temps, on peut vérifier que oui, cette vague s'est bien faite en 5 temps, etc., etc. Donc ça permet vraiment de tout vérifier. À ce moment-là, on est hyper confiant et ça vous permet même de trader uniquement sur cette analyse-là. Il y a des traders qui ne tradent que sur Elliott. Ils n'utilisent rien d'autre. Mais quand on arrive sur des schémas un peu trop compliqués, eh bien, je pense qu'il faut à ce moment-là rester modeste et se dire, eh bien, je ne peux rien en sortir de réellement exploitable puisqu'il y a trop d'incertitudes et qu'il le mieux est donc d'attendre. Et attendre, c'est également trader. D'accord? Ça fait partie de votre job en tant que trader. Il faut savoir prendre aussi le temps et le recul suffisant pour y aller, mais cette fois-là en toute confiance. Alors, question de visiteur, si ce n'est pas un triangle, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est sûr que d'un point de vue chartiste, on peut imaginer que c'est un triangle, hein, il n'y a pas de souci, hein, il y a un, deux, trois points de contact, etc. Mais c'est pas un triangle au sens éliotiste. Et donc, ce genre de structure peut évoluer finalement dans des choses un peu différentes. Ça peut donner, vous voyez, quelque chose d'un peu plus bizarre, genre de biseau finalement ascendant, qui serait une structure de retournement. Donc moi, j'ai pas trop confiance en cette structure-là, même si là, je ne vous le cache pas, hein, c'est ce que je mets dans l'article. Là, on avait évidemment une zone de pullback, hein. On a eu une cassure, on a fait un plus haut, on a retracé a priori 50% de cette vague de hausse. C'est la raison pour laquelle hein, je mets ce décompte qui est ici. Et vous voyez, si je pars du point bas et que je vais tout là-haut, on a retracé 50%. Donc on a retracé 50% de la hausse de ce mouvement d'impulsion. On a fait a priori du 3 temps, d'accord? On peut voir vraiment une vague en 3 temps, clair. On est arrivé sur cette oblique, les 50%. On voit que c'est une zone de support chartiste. Si on devait mettre quelque chose un peu, voyez, un petit peu comme ceci, si je devais plutôt mettre un rectangle, hein, on imagine un rectangle, si je capte le haut et le bas, vous voyez que toute cette zone-là, entre ces mèches qui sont ici, donc là je raisonne en clôture ici, même si on a des spikes un peu là-haut, si je devais mettre, voyez ici quelque part en clôture, on voit que cette zone-ci correspond à une zone qui avant faisait résister les cours, qui résistait avant aux cours, et qui donc maintenant peut se polariser en support. Donc on a plusieurs éléments, on a aussi notre oblique, même si on voit qu'elle est bien mangée, donc ça nous donne plutôt une zone. On est plutôt dans une zone un peu pas très loin de l'oblique, donc montante, on est en pullback de cette ligne de tendance qui a été cassée ici, on a fait 50% de retracement. Bon ok, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé comme price action. On a eu des toupies qui se sont formées sur la zone. Donc là je suis en journalier, hein, donc ces bougies elles ont du sens, hein. Et puis bon bah voilà, on a fait une rupture claire avec un Marubozu. Bon, bah, c'est pas super étonnant au regard de la zone dans laquelle on était. Ok, mais bon, maintenant si je prends du recul, euh, voilà, je préférais me dire de façon très conservatrice, surtout avant FOMC, je préfère qu'on casse ce niveau-là et puis là je serai beaucoup plus serein pour la suite. D'accord? Voilà, c'est ma façon de voir. Dans des journées comme celle-là, je préfère pas me positionner et attendre qu'on casse vraiment des seuils clés, qu'on lève en fait une ambiguïté sur le marché, ce qui me permet vraiment après d'avoir des plans de trade beaucoup plus sereins. Ok, on n'est pas là
pour jouer et parier, on est vraiment là pour essayer de prendre des décisions rationnelles en mettant un maximum de probabilité dans notre sens. Alors on va maintenant aller voir ensemble l'euro. Je vais switcher en vue journée. Je vois que le temps défile. Bon, c'était important de parler de l'US dollar, puisque c'est quand même la journée du dollar. Et donc j'ai préféré passer un peu de temps avec vous. J'espère que vous le comprendrez. Alors, l'euro en unité journée. L'euro en unité journée, alors j'étais un peu déçu de l'euro, parce que j'aurais vraiment voulu qu'il monte un peu plus haut. Vous voyez, je vous avais donné cette zone-là, euh, qui était pour moi une zone intéressante, puisque ça nous donnait un rapport temps-prix intéressant ici. Et le marché n'a pas été finalement, vous voyez, il a bloqué sur les 1,1042, et donc il n'a pas été jusque là. Si on voit le H4, on peut descendre en H4, hein. On avait une sorte, vous voyez, c'est une sorte de biseau un peu bizarre. On peut regarder ce que ça donne. Vous voyez, alors ça c'est pareil en fait, un biseau donc ascendant qui est une figure de retournement. Donc là en fait, hein, les chartistes se donneraient finalement un retour sur les 1,08 hein, comme objectif, c'est-à-dire le pied du biseau. Au sens héliotiste, il est censé se faire en 5 temps également. Donc là on a l'entrée du biseau, donc vague 1, vague 2, vague 3, et puis une vague 4, et puis une vague 5. Donc on a effectivement ici ce qu'on peut appeler au sens héliotiste une diagonale terminale, d'accord, ce qu'on appelle chartistement parlant un biseau ascendant, figure potentielle de retournement. Qu'on a cassé, on a cassé un plus bas, donc là de la même façon on aurait pu positionner une fourchette d'Andrews de façon à essayer de canaliser au moins le premier mouvement de la baisse en procédant de la sorte. Donc là je le fais devant vous pour répondre donc à la question qui m'a été posée en début de webinaire sur comment positionner donc les fourchettes d'Andrews. Donc vous voyez, moi naturellement, j'ai pris les points hauts et les premiers points hauts et les premiers points bas remarquables, donc les derniers en fait, pour essayer de modéliser finalement la baisse qui est censée nous amener sur le pied du biseau d'un point de vue chartiste. D'accord. Donc c'est la façon dont j'aurais procédé, et tout de suite j'aurais positionné, donc même si ça ne nous apprend pas grand chose, j'aurais positionné donc des niveaux d'expansion en considérant finalement que dans cette unité H4 on avait un double top. Et que peut-on voir? Eh bien l'objectif des 200%, qui est toujours l'objectif que j'utilise quand on a un double top remarquable, eh bien cet objectif coïncide avec un retour sur le bas du biseau. D'accord. Donc voilà une autre façon de faire. Et vous voyez bien qu'ici les niveaux, alors quand on est comme ça, puisque je cherche un objectif ambitieux, je suis sur les 1, 2, 7, 2. Bon, 1, 2, 7, 2 et 1, 2, 3, 6, il n'y a pas une grande différence à dire vrai, mais sur des unités de temps assez larges, c'est important. Donc ici, nous avons un premier niveau de résistance. Vous voyez, les fameux 1, 2, 7, 2 que je vous parle souvent finalement, hein. Et donc qu'est-ce qui peut se passer? Bon, si j'avais pas le FOMC, hein, d'accord, puisque là ce que je vous donne, ça n'a pas vraiment de, enfin ça peut pas tenir devant FOMC. Donc c'est juste de la théorie ce que je vous explique là, d'accord. Je vous demande absolument, et je vous dis surtout, pas de position cet après-midi, d'accord. Mais là, vous voyez, si le marché devait nous ramener là, bon bah là ça m'intéresserait de nouveau de rechercher à me positionner, s'il n'y avait pas le FOMC, short sur ce niveau là, puisque nous aurions un niveau clé Fibonacci qui est les 0,618, qui est donc une résistance, le haut de la fourchette d'Andrews, puisqu'à ce moment là c'est la seule information que nous avons, hein. C'est pas, on peut pas pour l'instant changer l'angle de cette fourchette. Donc ici, si le marché devait faire 1, 2 et 3 et nous amener donc sur ce niveau-là, eh bien ma foi, je pense qu'un short pourrait se tenter sur Price Action pour aller rechercher le prochain niveau, un 618, voire le niveau des 200. Vous voyez la façon dont moi je procéderais. Donc une autre façon aussi de compléter ce genre d'analyse, c'est de se dire, si là j'ai une structure en A, B, C, donc un retracement en 3 temps, est-ce que je vais avoir un niveau clé, par exemple les 1,618, qui vont coïncider avec un niveau de retracement de cette vague? Donc là je peux descendre un peu plus dans les unités de temps, je vais descendre en 1 heure, et je vais essayer de préciser, donc vous voyez 3 unités de temps, une unité stratégique. L'unité stratégique va me permettre de définir des zones stratégiques, d'accord, va me permettre de définir finalement
quel est le biais, qu'est-ce que je cherche à faire, est-ce que je veux chercher à vendre ou à acheter. Unité de travail qui va me permettre de positionner des fourchettes importantes, des niveaux clés importants, et une unité tactique dans laquelle je vais vraiment finaliser mon analyse, et c'est là que je vais intervenir sur les marchés. Donc là, ici, dans cette hypothèse, je travaillerai donc en horaire. Et donc là, je mettrai naturellement une expansion sur cette vague de retracement qui est en cours. Alors, je vais la refaire. Donc, l'expansion Fibonacci. On va mettre les niveaux 100%, 1, 2, 7, 2 et un 618, 1, 2, 3, 6 et un 618. Et puis, je vais mettre mon niveau de retracement de cette vague-ci. Et je vais déterminer des boîtes temps pris. Voilà, donc ici, je vais préciser maintenant mon rectangle. Et on voit que les niveaux qui peuvent être intéressants pour ce retracement, vous voyez, 1, 2, 3, 6, en fait on a des clusters qui apparaissent. Vous voyez, on a un cluster ici, on a un cluster ici. Là je vous donne un système à clé en main. Donc un cluster et un cluster ici. Voilà, j'ai 3 clusters. Mon premier cluster il est là. Mon deuxième cluster il est là. On voit que celui-là il est pas mal. Il y a pas mal de niveaux. Et j'ai un troisième cluster là-haut. Ok. Et ma fourchette elle est là. Donc quand je vois ça, je me dis bon, le marché peut très bien repartir de là, mais ça m'intéresse pas trop. Parce que je suis à un niveau de prix qui est une résistance évidente, mais j'ai pas forcément le bon timing parce que je préférais shorter un haut de canal. À partir du moment où on arrive là, sur ces niveaux de prix là c'est déjà plus intéressant, puisque déjà j'ai cette résistance clé qui est ici. On voit qu'elle a donné également ici par anticipation, j'ai envie de dire un niveau également chartiste. C'est les 50% de retracement, c'est une vague A égale C sur un niveau 1, 2, 3, 6, 1, 2, 7, 2. Donc vous voyez, à partir d'ici, c'est vraiment intéressant. Donc c'est dans cette zone-là en fait que j'attends mon price action baissier. Donc si je vois que dans cette zone-là, j'ai des bougies de retournement qui arrivent, ça confirme ma zone, et ben j'entre. Du coup, j'obtiens un stop clair, et puis je vais viser donc les 1,0870. Vous voyez un petit peu la façon dont je procéderai. Donc ça, c'est comment en fait finalement utiliser les mêmes outils. C'est pour ça que j'adore les outils que j'utilise. C'est comment utiliser des outils qui me permettent d'arriver en fait à analyser les marchés financiers sous un format graphique. Comment ces mêmes outils vont me permettre également de trader en utilisant différentes unités de temps. Donc j'utilise finalement le côté fractal de ces outils pour préciser mes points d'entrée et me donner quelque chose qui a du sens d'un point de vue trading, c'est-à-dire une zone d'intervention, un stop à ce moment-là qui sera clair si j'ai mes bougies de retournement, et puis des objectifs tout à fait rationnels et qui se vérifient très souvent par le marché. Donc j'ai un stop, j'ai un point d'entrée clair, j'ai une zone temps pris qui n'est pas délirante parce qu'elle correspond à cette fourchette d'Andrews. Donc j'ai le timing, j'ai mes niveaux de prix, j'aurai mon stop, j'aurai mes objectifs. Vous voyez, quand vous raisonnez de cette façon-là, vous enlevez toute subjectivité. Et donc vous enlevez tout le côté émotionnel. Et c'est super important. Parce que quand vous êtes débutant, vous êtes avant tout des traders qui allaient intervenir sur la base d'un feeling, sur la base d'une émotion. Vous voyez les cours qui partent, faut être dedans, vous n'avez pas envie de louper le mouvement. Alors pas de chance en fait, quand le mouvement il est parti, il atteint peut-être une ligne médiane d'une fourchette et c'est là qu'il va retracer, donc vous arrivez trop tard. Et puis après vous perdez confiance, vous sortez de la position, puis finalement c'est là que le marché est arrivé en haute fourchette qui repart en impulsion. Le fait d'utiliser ces outils-là, ça vous permet d'avoir un certain nombre de règles d'or que vous utilisez de façon invariante et ça enlève toute émotion dans votre trading. Et c'est ce qui fait que du coup vous êtes beaucoup plus rigoureux, discipliné et que vous tenez mieux vos plans puisque vos plans vous les aurez déjà vérifiés X fois et que vous avez totalement confiance dans ces schémas et que vous allez tenir votre plan jusqu'au bout. Moi j'ai essayé de trader cette semaine l'euro AUD parce que je l'avais vu sur un point qui pouvait m'intéresser donc dans une unité temps stratégique. J'ai posté plein de Twitter, je vous invite à les regarder.
Euh, et à chaque fois que j'arrivais sur des zones de temps pris qui m'intéressaient, eh bien, j'y allais. Mais comme j'avais en fait des objectifs journaliers, j'ai tenu systématiquement mes positions. Et je peux vous dire que j'avais des positions à plus 150 pips, 200 pips, etc. J'ai tout tenu. Je me suis fait stopper zéro. Au final sur quasiment la totalité de ces positions. Alors que franchement, j'aurais pu prendre des bénéfices, mais non. Mon plan, c'était un plan en journée. Je visais un plan journalier avec une entrée tactique en unité intraday. Et au final, j'aurais pu être énervé, j'aurais pu me dire j'aurais dû prendre des bénéfices avant. Non, parce qu'un plan, c'est un plan. Et qu'à partir du moment où vous avez jugé dès le départ que vous aviez une vision ambitieuse sur ce trade, que vous vouliez faire que vous partiez dans des projections vraiment ambitieuses, eh bien, vous ne changez pas votre plan en cours. C'est pas, faut pas se laisser guider par les émotions. Oui, là, pourtant j'étais arrivé sur des bas de canaux, etc. Mais j'avais mon unité journalière qui me disait que là, on pouvait y aller plus bas. Si ça doit casser, ça peut casser, ça peut être violent. Donc j'ai tenu mon plan. Et au final, bon, évidemment, j'avais protégé mes positions par des stops zéro. Je me suis fait stopper zéro, j'ai rien perdu. Finalement, j'aurais pu faire un super trade si le marché avait voulu y aller. Il n'a pas voulu y aller, ça fait partie de la règle du jeu. D'accord. Mais ça, cette froideur, j'ai envie de dire, vous ne pouvez l'obtenir que si vous êtes super rigoureux dans votre façon de procéder. Déterminer, avoir une belle préparation, déterminer des zones stratégiques, 2, déterminer des zones d'objectifs, regardez en termes d'axe temps prix où est-ce que ça vous intéresse d'y aller en déterminant des boîtes temps prix comme j'avais pu vous le montrer, et puis vous avez tout. Et après, c'est le marché qui décide. Alors, pourquoi ne pas descendre en time frame? Alors, dans ce cas, pour déterminer un retournement avant terme. J'utilise 3 time frames différentes. Alors après, on peut en utiliser davantage, mais déjà 3 ça fait beaucoup, surtout quand tu utilises pas mal d'actifs. Donc en général, ce que j'utilise, c'est tout dépend de si vous êtes du swing, si vous voulez faire du swing, du moyen terme, évidemment c'est pas la même chose. Mais quand je veux faire de l'intraday, donc mon unité de travail c'est le M15, je descends vraiment rarement en dessous du M15, je le fais jamais, pour moi c'est le M15, l'entrée minimale. Ça veut dire que si mon unité tactique c'est le M15, mon unité de travail c'est le H4, et mon unité stratégique c'est le Weekly Daily. Vous voyez, donc pour faire de l'intraday, j'ai quand même des unités de temps qui peuvent être assez larges. D'accord. Ce qu'il faut quand même regarder un peu où est-ce que vous en êtes en termes de contexte. Si votre daily vous dit ouais mais là on arrive sur des zones des niveaux clés Fibo mensuels, je vais même pas avoir envie d'aller dans de l'intraday pour essayer d'acheter quoi. Je vais simplement attendre de voir ce qui se passe là-dessus et au contraire, pourquoi pas même en intraday, regarder si j'ai pas des opportunités short qui peuvent se monter, mais avec une grande prudence et des leviers très faibles, vous voyez. Mais je vais essayer de synchroniser. L'idéal, c'est quand vous avez vos 3 vues qui se synchronisent. C'est-à-dire quand vous avez une weekly qui vous dit on est haussier, votre daily qui vous dit on est haussier, et que là vous avez un setup d'achat en M15. Bon là c'est bien, parce que là ça veut dire que vous êtes dans le sens du tsunami, de la marée et de la vague qui approche du rivage. Vous avez tout pour vous, donc là ça veut dire que vous êtes vraiment dans le flow et que du coup votre risque il est moins fort. Et parce que vous avez tous les éléments tendanciels de différentes unités de temps qui vont dans votre sens. Ça veut dire que vous pouvez mettre plus en position. Vous voyez, c'est comme ça que moi j'interprète les choses. C'est-à-dire puisque votre risque de marché, votre risque en fait de tendance, il est moindre, vous pouvez donc risquer davantage d'un point de vue finance, d'un point de vue capital. Vous voyez, si au contraire votre unité de travail et votre unité tactique sont baissières, mais votre weekly est haussier, bon vous êtes quand même contre la marée, même si là la vague elle va dans le sens de votre direction, la marée est descendante, donc acheter c'est plus chaud, du coup il faut mettre moins en position, il faut protéger davantage les choses, il faut prendre des setups beaucoup plus clean, vous voyez. C'est encore une fois, il faut essayer il faut vraiment tout normaliser dans votre approche de trading, il faut tout rationaliser.
D'accord? Ça va même jusqu'à votre organisation personnelle, hein, chez vous. Le temps que vous consacrez à votre trading, en fait, tout ce qui peut vous amener à vous dire que quand je suis devant mes PC, je suis à 100% de ma concentration. Est-ce que vous faites, si vous voulez en faire par exemple votre métier, est-ce que vous avez une bonne hygiène de vie? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que c'est tous ces éléments-là qui vont vous dire, parce que au final, il suffit à un moment donné que je déconne pour perdre une semaine de travail ou deux journées de travail. Vous voyez, parfois, une erreur d'inattention parce que fatigué, parce que mal préparé, vous fait perdre un trade important et puis après vous met dans un schéma émotionnel qui peut être un peu plus compliqué parce que vous direz j'ai fait une bêtise, je vais essayer de me rattraper, puis là finalement vous faites une deuxième bêtise. Vous voyez, donc il est très facile de se vautrer, hein. Donc essayez déjà de travailler tous ces éléments-là et puis vous verrez que ça ira déjà bien mieux pour vous sur les marchés. Alors, il nous reste, bon, on va prendre encore 5 minutes. Rapidement sur le GBP. Bon, bah, le GBP, moi je vous disais, hein, je cherche des zones de short, mais comme sur l'euro, cette zone-là n'a pas été atteinte. Euh, bon, bah là, pour le coup, on va attendre vraiment ce qui va se passer avec le FOMC. Euh, c'est vrai que si on a fait une vague 1 qui était ici, ça n'a pas vraiment l'air d'être une vague 2 en fait en termes de décompte, elle n'est pas suffisamment haute. Donc je vais attendre en fait le FOMC pour réviser un peu ce décompte. C'est un mouvement qui est très chevauchant, donc c'est pas le plus simple. On est actuellement sur un niveau de support. Vous voyez, donc les 1,50, c'est un chiffre psychologique et niveau de support. Est-ce que là, on peut avoir la constitution d'une épaule tête-épaule? C'est pas impossible. C'est-à-dire que, vous voyez, maintenant, le fait qu'on soit redescendu là, j'aurais voulu qu'on fasse vraiment du 3 temps, mais si c'est un peu trop compliqué, vous voyez ici ce que je veux dire. On peut avoir la constitution d'une épaule, tête-épaule. D'accord? Et avec une ligne de coup qui se situe là. Donc, tant qu'on est, faudrait pas qu'on monte trop haut, en fait, hein, puisqu'après, bah, il y a vraiment une ETEI qui se met en place, et du coup, ça pourrait porter les cours un peu plus haut. Bon, on n'en est pas là. Mais cette résistance des 1,53, elle sera toujours sous un regard particulier, puisqu'on sera toujours sur la partie haute de ce canal, mais c'est pas très joli, hein, à dire vrai. L'AUD-USD toujours aussi faible, mais on se demande s'il n'est pas en train de consolider sous cette oblique pour nous faire une belle impulsion haussière. J'ai donc deux scénarios sur l'AUD-USD. Je vous en remets à mon dernier article, hein, que j'ai rédigé, je crois que c'était fin de semaine dernière. Euh, on peut très bien avoir une vague A, une vague B, une vague C qui s'est terminée ici ou qui nous emmène vers des plus hauts pour faire un flag. J'ai encore deux scénarios. Pour l'instant, mon biais est baissier. Tant qu'on est à l'intérieur de ce canal-là, on va voir qui va sortir avec le FOMC. Je vais switcher sur les indices parce qu'il ne me reste plus de temps du tout. Les indices que vous avez suivis avec une grande attention, j'imagine, ces derniers temps. Alors, on n'a pas atteint mon TP3 sur le DAX. Vous voyez, donc je m'étais donné comme TP3 le niveau des 1, 2, 3, 6, donc le niveau des 10 060. On a atteint mon TP1, on a atteint le TP2. Et puis bah, il y avait cette possibilité de canal, hein, qui était là. Toujours la même chose, hein. Vous avez des points ici remarquables, donc une fourchette d'Andrews initialement qui était positionnée comme ça, qui a bien fonctionné, hein, puisqu'on voit très bien qu'elle a permis ici au cours de rebondir sur sa partie basse. D'accord, donc une fourchette tout à fait objective. Et puis on l'a cassé. Donc quand on la casse, il n'y a pas le choix, il faut changer l'axe et se dire peut-être que le marché va vouloir osciller sur un angle différent. Et on voit bien que le support qui était ici, les 10 177, c'est pour ça que j'avais mis un point d'interrogation. Est-ce que ce support croisé avec le bas de ce canal ascendant va pas faire réagir les marchés? Eh bien la réponse, vous la connaissez maintenant, c'est oui. Alors moi j'ai eu du mal parce qu'on m'a posé, je vais y venir après Alain, je vais prendre une minute pour expliquer ça, comment pyramidaliser un trade gagnant. Pour faire très schématique, tu vas voir un petit peu ma façon de voir, mais évidemment ça va être bon, très simpliste. Mais dans l'idée, tu comprendras ce que je veux faire. Moi ici j'étais un peu embêté pour acheter parce que bah, quand on regarde le SP, ok, on est aussi de nouveau en retour sur le haut de fourchette. Est-ce qu'on va pas maintenant de nouveau avoir une nouvelle baisse? Vous voyez, les indices américains sont arrivés également sur des niveaux clés, quoi.
Donc là, on peut très bien avoir de nouveau un mouvement baissier qui va tout casser par le bas, hein. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Et c'est surtout que le CAC, lui, sa fourchette, quand je la positionne sur les hauts, eh bien, il l'avait, je vais vous le repositionner, le CAC avait cassé sa fourchette par le bas. Vous voyez, donc quand on est arrivé sur le DAX en bas de fourchette, le CAC lui était là. Et puis le CAC maintenant, regardez où est-ce il est en pullback de cette oblique reportée sur les bas, sous cette oblique qui est ici, donc il est sous résistance maintenant le CAC. Vous voyez, il est sous résistance. Donc il n'est pas impossible que le CAC lui aussi continue finalement ce mouvement baissier qu'il a entamé sur les 5000. Je ne sais pas répondre à cette question. D'accord. Quand je vois le DAX, comme ceci. Moi, mon plan initial, c'était un retour, parce que vous avez David contre Goliath, hein, en fait, ici. Ça, j'aime bien cette expression. Vous avez David contre Goliath. Alors, c'est qui David? C'est qui Goliath? David, c'est la fourchette montante. D'accord. La fourchette montante qui vous dit ici, attention, il n'est pas impossible que le marché vienne rechercher la ligne médiane. Et puis vous avez Goliath, et Goliath, c'est la grande fourchette baissière, d'accord, qui elle dit, non, mais moi j'ai envie d'attirer les cours vers ma ligne médiane. Donc pas évident. Est-ce que le marché va aller chercher ce point-là? Et ici, là, j'aurais envie de shorter de nouveau, parce qu'on aura fait un beau retracement de cette vague qui est ici. On sera sous cette oblique dans des niveaux de résistance. Pourquoi pas faire 1, 2 et puis 3, aller chercher mon oblique. Vous voyez, moi, si je devais si je devais chercher à reshorter le DAX, eh bien, j'aimerais bien qu'il aille plus haut. D'accord. Mais je ne sais pas dire s'il va le faire. Donc on va voir comment les indices US vont réagir sur le FOMC. Je suis pas mécontent. En fait, ce qui s'est passé, hein, c'est que à l'approche du FOMC, il y a eu des prises de bénéfices. Donc les indices ont chuté, parce qu'un relevé des taux d'intérêt, ça fait peur quand même au marché indiciel. Et là, il y a eu des réactions effectivement sur ces zones de support. Mais est-ce que ça va être suffisant? Moi, je sais pas. On parle beaucoup du rallye de Noël, on parle de tout ça, etc. Moi, d'un point de vue graphique, je préfère m'en tenir au graphe que aux éléments pseudo-cycliques qu'on constate chaque année jusqu'au jour où on constate le contraire. D'accord. Alors, donc pour Totof, super intéressant ton approche du dollar, merci, à plus tard, mes amitiés à Yannette, bien sûr. Échange rien, Goliath. Voilà, donc bon, on va en rester là parce qu'il est 17h08, je suis en train de trop déborder. Mais bon, voilà, je me pose quelques petites questions, donc j'espère avoir les réponses sur FOMC. Et puis, je vous donnerai un petit compte-rendu déjà sur un actif dès demain au travers de mes analyses sur DailyFX. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite donc à être vraiment prudent. Et puis demain matin, vous en saurez un petit peu plus sur les mouvements qui se sont dégagés ce soir. Et il sera à ce moment-là temps de remettre vos analyses à jour et d'en tirer donc les meilleures conséquences. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon FOMC. Et on se revoit vendredi. Puisque vendredi, je participe à la conférence FXCM, donc sur les projections 2016. Donc, vous connaissez ma façon de faire, hein. Moi, les projections 2016, je peux vous en faire à partir du moment où on casse des niveaux, etc. Donc, c'est pas évident que je vous propose un scénario, mais il y aura certainement, je vous proposerai en fait l'éventail des possibilités, surtout sur des horizons si long terme. Je vous proposerai, même si j'en parle de temps en temps dans mes webinaires le mercredi, je vous présenterai les seuils clés qui seraient intéressants à partir duquel on pourrait se repositionner. Voyez. Moi, je préfère rester prudent sur les projections, par contre, être en béton armé sur les zones de retournement, puisque si ça correspond aussi à des niveaux de timing qui vont bien et des scénarios idiotistes qui ne seraient pas contredits, nous permettrait de reprendre le mouvement de fond. Mais sur les exercices de projection, c'est jamais évident, parce que vous savez jamais quel angle le marché va suivre a priori. Au départ, vous avez une fourchette d'Andrews, et puis ensuite, vous voyez, en fonction des tops ou des bottoms que le marché a réalisé, j'ajuste l'angle. Donc, personne n'a de boule de cristal, et personne ne peut dire, même quand le marché a toutes les chances d'être en tendance, sous quelle vélocité le marché va développer cette tendance. Ça, personne ne peut le dire. Donc, et moi, moi non plus, d'accord. Sauf quand je commence à avoir des informations plus claires sur mes canaux de régression. Mais c'est pas toujours le cas. En général, il faut laisser le marché un peu se développer pour en savoir plus. Voilà.
Merci pour ton commentaire également, Alain. Merci, Alex. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis donc à demain pour un nouvel article et à vendredi donc pour la super journée conférence d'Eli FX, FXCM. Salut à tous.